Faut-il investir dans le S&P 500 ou dans le MSCI World? À première vue, la réponse semble évidente. Le S&P 500 offre une meilleure performance que le MSCI World et les entreprises américaines sont de toute façon déjà implantées dans le monde entier. Alors pourquoi investir dans un ETF mondial qui est certes plus diversifié, mais moins performant? Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux d'investir uniquement aux États-Unis? Eh bien, pas forcément. Dans cette vidéo, on va comparer ces deux indices, analyser leurs performances et vérifier d'où proviennent réellement les revenus des géants américains. Et à la fin, je vous dirai clairement lequel j'ai choisi pour mon propre portefeuille. Avant de commencer, je précise que je ne suis pas conseiller financier. Je vous partage simplement mes recherches personnelles. Si ce genre de contenu vous plaît, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, on est parti. Le S&P 500 et le MSCI World sont deux indices boursiers composés de centaines d'actions. Ils sont utilisés comme référence par de nombreux ETF qui permettent de les répliquer facilement en tant qu'investisseur. Derrière le MSCI World, on trouve l'entreprise Morgan Stanley Capital International, ou plus simplement MSCI. Elle est aussi à l'origine d'autres indices bien connus comme le MSCI Emerging Markets et le MSCI Europe. De son côté, le S&P 500 est géré par S&P Global. Vous connaissez peut-être l'agence de notation Standard & Poor's, désormais appelée S&P Global Ratings. La principale différence entre le S&P 500 et le MSCI World réside dans leur répartition géographique. Le MSCI World couvre les actions de 23 pays développés, là où le S&P 500 se concentre exclusivement sur les actions américaines. Autre différence importante, leur composition. Le S&P 500 maintient toujours les 500 plus grandes entreprises américaines. Ce nombre est fixe, mais comme la taille de ces entreprises varie avec le temps, la part de la capitalisation boursière qu'il couvre peut changer. Le MSCI World fonctionne différemment. Dans chaque pays, il sélectionne les plus grosses actions, pour couvrir environ 85% de la capitalisation totale du marché local. Par conséquent, le nombre d'actions dans l'indice peut varier. Aujourd'hui, il en compte environ 1300. Pour mieux comprendre ces deux indices, examinons les entreprises qu'ils contiennent en commençant par la répartition géographique. Avec le S&P 500, c'est simple, il ne contient que des actions américaines. Le MSCI World inclut également une part importante d'actions américaines, tout simplement parce que les entreprises américaines pèsent très lourd dans l'économie mondiale. Le MSCI World investit 72% aux États-Unis et 28% dans les autres pays développés. Parmi ces pays, le Japon, le Royaume-Uni, le Canada et la France affichent les pondérations les plus importantes. La répartition par secteur est relativement similaire pour les deux indices, avec une forte dominance des secteurs technologiques. Cela s'explique principalement par le poids des actions américaines. Dans le MSCI World, le secteur des technologies de l'information représente environ 26% de l'indice. Il regroupe les entreprises de logiciels, de matériel informatique et de semi-conducteurs. Les autres secteurs les plus représentés sont les services financiers, l'industrie, la santé et la consommation discrétionnaire. Dans le S&P 500, la tech est encore plus présente, avec environ 33% de l'indice. Elle est suivie par les services financiers, la consommation discrétionnaire, les services de communication, la santé et l'industrie. Plongeons-nous maintenant un peu plus dans ces indices et examinons leur composition. Le classement des 10 premières entreprises des deux indices est assez similaire. Les 10 plus grandes entreprises mondiales sont toutes américaines. Au sein du MSCI World, Nvidia arrive en tête, suivi de Microsoft et Apple. Ensuite viennent Amazon, Meta, Broadcom, Alphabet A, Tesla, Alphabet C et JP Morgan Chase. Dans le S&P 500, les 7 premières entreprises sont identiques à celles du MSCI World. Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Broadcom et Alphabet A. Ensuite viennent Alphabet C, Tesla et Berkshire Hathaway. La différence majeure entre les deux indices réside dans leur diversification. Le S&P 500, on l'a vu, est 100% américain. Il n'offre aucune diversification géographique, les 500 entreprises sont toutes basées aux États-Unis. Le MSCI World, lui, est réparti sur 23 pays développés, ce qui apporte déjà un certain équilibre. Il investit actuellement dans 1325 actions, mais comme indiqué précédemment, ce nombre peut varier. On parle généralement d'environ 1500 actions. Avec autant d'entreprises, le poids des plus grosses est naturellement un peu plus dilué. Dans le S&P 500, les 10 plus grandes entreprises représentent près d'un tiers de l'indice total. Dans le MSCI World, ce poids reste relativement élevé, mais ne représente qu'un cinquième de l'indice. En conclusion, même si le MSCI World reste très tourné vers les États-Unis, il est nettement plus diversifié que le S&P 500, que ce soit en nombre d'actions ou en exposition géographique. Jusqu'à présent, cette forte diversification a été le principal atout du MSCI World. Mais comparons maintenant les performances des deux indices depuis 1980. En moyenne, le MSCI World, dividende inclus, a enregistré un rendement annuel de 8,3% et le S&P 500 de 10,9%. La volatilité est relativement similaire pour les deux indices, ce qui signifie qu'à risque égal, le S&P 500 a généré des rendements nettement supérieurs. Un autre argument fréquemment avancé en faveur du S&P 500 est que les grandes entreprises américaines ne génèrent pas seulement leurs revenus aux États-Unis, mais dans le monde entier. Par conséquent, investir uniquement dans le S&P 500 ne vous limite pas à l'économie américaine, mais permet également une diversification mondiale. Examinons cela de plus près. Pour savoir où les entreprises génèrent réellement leurs revenus, il est nécessaire d'examiner leurs rapports annuels respectifs disponibles sur leur site internet dans la rubrique Investor Relations. Chez Microsoft, par exemple, le chiffre d'affaires annuel est divisé en deux segments géographiques. Environ la moitié provient des États-Unis et l'autre moitié du reste du monde.
Apple, quant à lui, indique dans son rapport annuel que 42% de son chiffre d'affaires provient du continent américain, dont 36% des États-Unis. Viennent ensuite l'Europe à 25%, la Chine à 17%, le Japon à 6% et le reste de l'Asie à un peu moins de 8% du chiffre d'affaires. Pour cette vidéo, j'ai examiné tous les rapports annuels des 10 premières entreprises du S&P 500 et évalué la part du chiffre d'affaires américain. Résultat, la quasi-totalité de ces entreprises réalisent moins de 50% de leur chiffre d'affaires aux États-Unis. Seul Amazon atteint 61% de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord, c'est-à-dire aux États-Unis et au Canada. On pourrait évidemment faire la même analyse pour toutes les entreprises de l'indice, mais n'oublions pas que ces 10 premières actions représentent plus de 30% du S&P 500. Elles sont donc très représentatives de l'ensemble. En conclusion, si on se base sur le chiffre d'affaires, le S&P 500 est en effet très diversifié à l'échelle mondiale. Mais ce qui s'applique au S&P 500 s'applique également au MSCI World, qui contient les mêmes grandes entreprises tout en étant beaucoup plus diversifié. Résumons ce qu'on vient de voir. Il y a essentiellement un grand argument en faveur du S&P 500 et un autre en faveur du MSCI World. Le S&P 500 a historiquement mieux performé. Une grande partie de la croissance mondiale de ces dernières années a été portée par les entreprises américaines. Ce qui est intéressant, c'est que cette surperformance ne s'est pas faite au prix d'un risque plus élevé. La volatilité du S&P 500 est restée globalement comparable à celle du MSCI World. Mais est-ce que ça va continuer dans le futur? Honnêtement, personne ne peut le savoir. De son côté, le MSCI World a un avantage clair, la diversification. Il couvre 23 pays développés et plus de 1300 entreprises. Et surtout, il pondère les pays selon leur poids réel dans les marchés mondiaux. Aujourd'hui, les États-Unis y sont largement dominants. Mais si un autre pays développé devait prendre le relais, l'indice s'ajusterait automatiquement. Avec le S&P 500, ce ne serait pas le cas. Vous resterez 100% exposé aux États-Unis, quoi qu'il arrive. Personnellement, j'ai choisi de privilégier la diversification plutôt que la performance passée. L'histoire des marchés nous a montré qu'aucune économie n'est dominante éternellement. Au début du XXe siècle, le Royaume-Uni représentait à lui seul 25% de la capitalisation boursière mondiale. Aujourd'hui, il en représente à peine 4%. Dans les années 80, le Japon a connu une croissance fulgurante. C'était probablement l'une des plus grosses bulles économiques de l'histoire. Mais à l'époque, son modèle économique semblait imbattable. Des géants comme Sony, Toyota, Panasonic ou Mitsubishi dominaient l'électronique, l'automobile et la robotique. Tous ceux qui ont vécu la montée du Japon pensaient que cette domination durerait éternellement. Mais si vous aviez investi à 100% sur le Japon en 1989, vous auriez subi 3 décennies de stagnation, avec un indice qui n'a toujours pas retrouvé son sommet. Aujourd'hui, les États-Unis occupent la place dominante. Mais certains pays émergents comme la Chine, l'Inde ou l'Indonésie se développent rapidement dans des secteurs porteurs comme l'intelligence artificielle, la transition énergétique et la technologie. Si vous croyez dans l'essor de ces régions, vous pouvez compléter votre portefeuille en ajoutant un ETF sur les marchés émergents. Une répartition courante consiste à investir 70% dans les pays développés et 30% dans les pays émergents. Ce n'est pas une recette miracle, mais c'est un équilibre qui me semble sain. Parce qu'au final, l'objectif, ce n'est pas de deviner quel pays va gagner, mais de construire un portefeuille solide, diversifié et capable de tenir sur le long terme. Et voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Sachez que je publie régulièrement des vidéos pour vous aider à mieux investir, alors pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Et si vous débutez, je vous ai préparé une vidéo complète pour bien démarrer en bourse, il vous suffit de cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et à très vite.